Bonjour, Qu'est-ce que tu veux? J'habite à côté. Ben allez, vas-y, crache le morceau, dis-moi ce que tu veux, vite. Est-ce que vous avez des câbles de démarrage? La voiture de mon oncle est vieille. Non, on n'a pas de câble de démarrage. Et un peu de respect, le bouffeur de riz. On est en deuil, nous. Alors voilà, on a un personnage principal rugueux, pas commode au début, mais auquel on va finir par s'attacher. Bienvenue dans l'analyse 1, 2, 3 de Gran Torino. On a remanié le scénar? 0. Le problème est cérébral, alors au boulot. Et vous atteindrez le statut d'icône. Bonjour à tous, je suis Pierre-Antoine, je suis avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Pierre-Antoine, bonjour à tous. Je suis script doctor senior chez iConcept. Et moi-même, script doctor également, et surtout en narration interactive. Alors aujourd'hui, Pierre-Antoine, tu nous proposes de passer en revue la structure de Gran Torino. Exactement. On va se regarder ça. Alors, analyse 1, 2, 3, on va expliquer un petit peu ce qu'est une analyse 1, 2, 3. Oui, alors, disons que quand on est script doctor, on a besoin d'outils d'analyse, évidemment. Et nous employons chez iConcept un modèle d'écriture agile qui permet à la fois d'analyser les projets et puis d'écrire rapidement, comme son nom l'indique, et de raccourcir les temps de développement. On a 3 fonctions narratives, 3 moments forts, 3 indicateurs clés pour analyser les structures dramatiques. Et ce que je propose, Pierre-Antoine, c'est qu'on regarde la bande-annonce de Gran Torino, parce qu'une bande-annonce, figurez-vous qu'elle contient au moins les 2 premières fonctions dramatiques, qui sont le déclencheur et la tâche. Nous aurons l'occasion de voir ce dont il s'agit. Avec grand plaisir, c'est parti pour la bande-annonce. Come here, girl. Stop! Let go! What you looking at, old man? Ever notice how you come across somebody once in a while you shouldn't have messed with? That's me. Man, you crazy, man. Get out of here, man. Dad, you worked hard your whole life. Maybe it's time you started thinking about taking it easier. These places are nothing like what you'd think they'd be. They're great. Kicking us out on his birthday. I told you this was a bad idea. What the hell these Chinese have to move in this neighborhood for? Dorothy mentioned specifically that it was her desire for you to go to confession. And I confess that I have no desire to confess to a boy that's just out of the seminary. Get off my lawn. You better watch your back. Thank you. I heard there was some trouble in the neighborhood. Why didn't you call the police? I prayed that they would show up, but nobody answered. Why are you bringing me all this garbage anyway? Because you saved Tao. I didn't save anybody. You're a hero to the neighborhood. I'm not a hero. We're having barbecue. You want to come over? We've got beer, too. I might as well drink with strangers. Those guys who were here the other night, what about them? Just a gang. And here's the deal. You stay away, because if I have to come back here again, it's gonna be ugly. What was it like to kill a man? You don't want to know. Tao and Sue are never gonna find peace in this world, as long as that gang's around. What are you gonna do, Walt? Whatever it is, they won't have a chance. Alors voilà pour la bande-annonce de Gran Torino. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les crédits? Bon, évidemment, on a notre ami Eastwood à la fois en acteur principal et en réalisateur. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur le scénariste, le ou les scénaristes? Le scénariste qui a écrit en spéculation le scénario, qui a démarché avec, c'est Nick Schenk. Ce qu'on peut noter de cet auteur, c'est que lorsque Clint Eastwood a lu Gran Torino, le scénario de Gran Torino, non seulement il a décidé de le réaliser et de jouer dedans, mais il a aussi exigé que les studios n'en modifient pas une seule ligne. Par ailleurs, c'est un des rares scénaristes ensuite à avoir travaillé sur le long terme
avec Clint Eastwood, puisqu'il a travaillé, je crois, sur 3 projets par la suite avec lui. Donc, c'est un scénario de grande qualité. Et on a bien vu le goût de la bande-annonce très Clint. Clint qui est connu pour avoir fait un certain nombre de films qui sont violents, des grandes figures du film d'action. Et voilà que Gran Torino va s'inscrire dans cette veine. Et on va voir que ce film est extrêmement subtil. Et on va vite comprendre pourquoi Clint Eastwood a sauté sur ce scénario. D'ailleurs, c'est amusant quand on pense à l'inspecteur Harry, où là, on a... Je sais pas comment il faut le qualifier, c'est un clin d'œil, et en même temps, c'est l'antithèse de l'inspecteur Harry. Donc c'est ça qui est assez étonnant. C'est ça, on va voir que ce film est un petit peu la forme transcendée du film d'action. C'est le méga film d'action. On a vu passer dans la bande-annonce des phrases typiques à l'inspecteur Harry, avec des phrases comme je sais pas si tu as déjà croisé dans ta vie un mec qu'il fallait pas faire chier, mais ce mec c'est moi. C'est ça. Voilà. Et donc ça nous donne déjà un indice sur le genre. On a bien vu que la bande-annonce nous vend clairement un film d'action avec ces grandes figures imposées du film d'action. Le héros solitaire qui a des compétences martiales, qui vient s'opposer à un adversaire violent et qui vient en fait préserver la communauté, quitte à se mettre en danger physique et apporter avec lui le chaos, la sueur et le sang. Mais on va voir que la structure est très subtile. Ouais, c'est étonnant parce que quand on regarde le film, au début, moi je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas une dimension drama qui est très forte, et comme en même temps il y a une dimension sacrificielle du héros à la fin, effectivement on penche aussi vers le film d'action comme tu le disais, et bon, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a pas un conflit aussi entre les deux, ou si au contraire ça s'harmonise bien dans ce film pour le plus grand plaisir du spectateur. En tout cas, ce qu'on peut dire déjà, c'est que rien qu'avec un indicateur qui est la durée du film, c'est un film qui est quand même assez long. Et on s'aperçoit rapidement que ici Clint Eastwood va réaliser un film lent, posé, peut-être l'antithèse de ce qu'on attend d'un film d'action. Et tu as raison, le genre drama va être ici mélangé à son antithèse. Nous allons avoir véritablement un mélange très original d'un film qui se veut intimiste, tout en étant dans la grande tradition du film sur la violence. Intéressant. Et bah c'est parti, on va vraiment décortiquer le film. Alors évidemment, comme dans toute analyse de film, nous vous recommandons d'avoir vu le film avant. Alors évidemment, le déclencheur, la tâche, c'est évoqué dans la bande-annonce, mais on va aussi parler du climax. Donc l'idéal est de regarder Gran Torino avant de regarder notre vidéo. Mais c'est parti, on va analyser tout ça. Le déclencheur donc. Alors effectivement, le déclencheur, bien déjà, on peut voir que juste sur la dimension film d'action, on a un déclencheur extrêmement simple, puisque nous avons tout simplement, comme dans tout film d'action, une espèce de prise d'otage, une espèce d'état de siège violent qui commence le film. Donc on a ici le voisin de Walt Kowalski, notre héros, qui est joué par Clint Eastwood. Son voisin vient du Laos et il est aux prises avec un gang. Son petit voisin s'appelle Tao, c'est un petit garçon timide et travailleur, et malheureusement son cousin fait partie d'un gang extrêmement violent, et nous avons ce jeune qui vient être embêté par son cousin et son gang parce qu'il ne veut pas s'intégrer au gang. Il finit par craquer, et je dirais le rite d'initiation pour Tao, c'est malheureusement de voler une superbe voiture que Walt a dans son garage, puisqu'il a travaillé des années pour Ford, une Gran Torino qui donnera son nom au film. Il essaye de voler cette voiture pour le compte du gang afin de rentrer dedans. Évidemment, il tombe sur le mauvais mec. Donc Walt Kowalski est un vétéran de la guerre du Corée qui n'aime pas les étrangers, qui n'aime pas grand monde en réalité. Il déplore un monde qui part à volo. Il vient de perdre sa femme, il est à cran, il n'a plus vraiment de raison de vivre, et il manque de tuer Tao chez lui. Je vous rappelle qu'il a légalement le droit de le faire, puisque Tao vient s'introduire chez lui, donc c'est une intrusion dans sa propriété privée. Il prend son fusil de guerre
Et heureusement, bon, il est un petit peu vieux, il glisse, il ne le tue pas. Et peu de temps après, eh bien, pour avoir raté le vol de la Gran Torino, eh bien, le gang vient punir Tao et commencer à le maltraiter. Et Walt, voyant cela, va s'opposer au gang et leur demander de fuir. À partir de ce moment-là, c'est une guerre sans aucune trêve possible entre un Walt qui s'oppose au gang, voilà, pour protéger, je dirais, ses voisins et pacifier le voisinage. Donc, vous voyez, on a un déclencheur, je dirais, au départ assez classique de film d'action, n'est-ce pas ? Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une exposition. On n'est pas au tout début dans le film d'action. On a plus un côté un peu drama où on voit un Walt en délicatesse avec sa propre famille qui visiblement traîne ses problèmes de la guerre. On voit également donc ça c'est toutes les scènes avec l'enterrement et ensuite la réunion familiale suite à l'enterrement, où également les enfants découvrent son passé de militaire en Corée, qui visiblement le marque. Et ensuite, effectivement, progressivement, on va découvrir ce dont tu parlais, c'est-à-dire cette confrontation au gang où lui-même va se poser un peu en justicier, où il devient, en fait, malgré lui, le héros un peu de la famille d'à côté, de ces fameux Hmong que pourtant il détestait. Oui, c'est là que c'est formidable, c'est que le déclencheur que j'ai décrit ne rend pas justice au film, parce que ce film mélange une autre intrigue, qui est une intrigue de drama, comme tu l'as dit. Le film commence d'abord par l'enterrement de sa femme, et on a un Walt qui est complètement désemparé, en colère de voir sa propre famille ne pas respecter la mémoire de sa femme, donc ses petits-enfants blaguent à l'église, il a un jeune prêtre, un petit rouquin, comme il dit, tout frais et moulu du séminaire, qui vient, selon lui, donner des banalités, énoncer des banalités dans son homélie sur la mort de sa femme. Et on a donc des charognards, comme il les appelle. Donc sa famille vient finalement profiter de la situation quelque part pour commencer à l'enterrer lui, alors qu'il n'est pas encore mort, à se répartir l'héritage. Sa petite fille notamment lui demande très maladroitement de lui donner sa voiture quand il sera mort lui aussi. Et on a donc Walt qui a un problème, notamment le déclencheur de cette intrigue drama, c'est que alors que donc il n'est pas heureux avec cette famille, eh bien il a la visite du prêtre qui a suivi sa femme jusqu'à sa mort, et il apprend de ce prêtre que sa femme a fait promettre à ce prêtre de veiller sur Walt et de lui a fait promettre de le faire se confesser. Et donc, à partir de ce moment-là, Walt a un problème très concret, qui est qu'il a sur le dos un prêtre qui, ayant donné sa promesse à sa femme, attend de lui qu'il aille se confesser. Ce qui est très important, c'est qu'on comprend rapidement que Walt est aussi malade. Et fondamentalement, ce que propose cette intrigue, c'est est-ce que Walt, qui visiblement a fait des choses pendant la guerre de Corée, va aller se confesser et finalement mettre les choses dans sa vie en ordre pour reposer en paix. La structure d'un film de drama est toujours intéressante, parce que le drama est le seul genre qui propose un objectif, je dirais, que le personnage ne souhaite pas atteindre. Le drama nous propose un objectif que le personnage, lui, ne voit pas, un objectif inconscient. Et donc, à partir du moment où on a rapidement fait le diagnostic à qui on avait affaire, on comprend que Walt a vraiment des choses il a commis des atrocités pendant la guerre qu'il ne se pardonne pas. Et on attend de lui qu'il tout simplement se confesse, qu'il fasse finalement le ménage, qu'il se prépare et prépare son âme. En fait, c'est un film qui est entièrement spirituel. Et évidemment, Walt n'a absolument aucune envie. Vous l'avez vu dans la bande-annonce. Il a dit que moi, je confesse que je n'ai absolument pas envie de me confesser avec vous. C'est-à-dire que lui
ne veut absolument pas se confesser et veut qu'on le laisse tranquille jusqu'à sa mort qui va bientôt arriver. Donc on a une structure de drama qui est ainsi lancée. Est-ce que Walt va trouver le repos de son âme et est-ce qu'il va réussir à s'opposer au gang et à pacifier la communauté et notamment sauver la vie de son jeune voisin Tao et de sa sœur avec qui il va sympathiser. Voilà un petit peu la structure de départ. D'ailleurs, ce qui est intéressant, bon, il y a toute cette caractérisation qui est très bien faite, qui rejoint tout à fait ce que tu dis sur le drama, où on voit bien ce type absolument bougon, misogyne, misanthrope, au possible, raciste, xénophobe, etc. Et dont on souhaite pour lui, évidemment, qu'il soit dans une situation plus apaisée. Et donc, il devient en plus, malgré lui, le héros de la famille d'à côté, ce qui est presque un peu un comble. Et il apprend même que, parce qu'il ne le sait pas au tout début, c'est Tao qui a essayé de voler sa grande Torino, ce qu'il ne savait pas quand il l'a braqué avec le fusil. Et donc, on va basculer un peu vers la tâche, c'est-à-dire en fait ce moment où, pour se racheter, Tao doit se mettre au service de Walt et c'est la famille Mong avec laquelle il a sympathisé grâce à la fille qui lui fait cette demande et c'est presque une demande un peu impérieuse et là est-ce qu'on basculerait pas dans la tâche Absolument, donc là la tâche du film c'est-à-dire ce que va faire concrètement le personnage pendant les 80% du temps est absolument génial parce que ça va être la conjonction des deux intrigues, drama et action. Alors à partir du moment où Walt s'est opposé au gang et a sauvé Tao et sa sœur sous d'être molesté, à son grand désarroi, lui qui ne supporte pas les étrangers et en particulier les Asiatiques, il reçoit non seulement des fleurs de toute la communauté Hmong, donc ce sont des gens qui viennent du Laos, et notamment la maman de Tao, dépitée d'apprendre que son fils a essayé de voler la voiture de leur voisin, exige de Tao qu'il soit à la disposition de Walt pour travailler. Voilà. Et donc on a un Walt qui déteste ces gens-là et qui se retrouve avec Tao quelque part à sa disposition et des gens qui sont extrêmement bienveillants envers lui. Et ce qui est très conflictuel pour lui, c'est qu'il s'aperçoit que les valeurs de famille, de respect, de tradition, de religion qu'il n'a plus trouvées chez lui, ces valeurs sont présentes chez les Hmong. Et c'est extrêmement conflictuel pour lui d'être en permanence avec ceux qu'il déteste et de s'apercevoir que ces gens-là font passer la famille en premier. Ces gens-là ont une spiritualité, ont un prêtre, ont des valeurs. Bref, ces gens-là sont dans la tradition qui s'est perdue pour les catholiques et donc notamment les catholiques polonais et cette communauté dont il fait partie. Et donc la tâche va consister d'abord pour lui à utiliser Tao, puisque de toute façon Tao est à sa disposition, pour commencer à lui faire des travaux, à réparer un petit peu tout ce qu'il y a autour dans la communauté, réparer les maisons, réparer les palissades. Quelque part, il utilise Tao comme un esclave et il lui apprend un métier, il lui apprend le bricolage. Lui étant un ancien ouvrier de Ford, il a une collection à faire pâlir d'envie tout bricoleur, une collection d'outils. Et il apprend au jeune Tao qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie, comment réparer les choses. D'ailleurs, c'est la caractérisation de Walt dans un très joli dialogue, alors que Walt a été invité à venir participer à une fête chez ses voisins suite à ce qu'il a fait pour eux, et qu'il se laisse convaincre malgré tout. Il se présente lui-même à quelqu'un, à une jeune fille, et lui dit, elle lui demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, il dit, moi je répare les trucs, je répare les portes, je répare les machines à laver. Et d'ailleurs, dans cette soirée, dans cette journée, on le voit, il s'appuie à une machine à laver, et puis elle est pas bien fixée, elle tremble, c'est un sèche-linge, et il peut pas s'en empêcher. Le scénario dit, il ne peut tout simplement pas s'empêcher, il se met à genoux et il répare. C'est un type qui répare. Et donc il utilise ce jeune Tao
pour réparer des choses. Et c'est là que le film d'action et le drama vont être dans la conjonction. Parce que non seulement c'est douloureux pour lui, parce qu'on comprend de toute façon que ce qu'il se reproche, c'est d'avoir tué un gamin. Donc il est en permanence face à un jeune homme qui lui rappelle son péché et ce qu'il ne veut pas confesser. Donc on appuie sur le drama. Mais évidemment, en plus, sympathisant avec Tao et son frère et la communauté, eh bien, il est évidemment en première ligne, puisque les gangsters ne vont pas en rester là. Il va y avoir plusieurs moments. Évidemment, déjà, la jeune Sue va être aussi embêtée. Il va devoir agir et donc sortir son flingue et s'opposer. Voilà. Le jeune Tao va être aussi maltraité, donc il va trouver du travail au jeune Tao. Donc il y a des scènes très très touchantes où en fait Tao a besoin d'un père spirituel. Donc on a vraiment une histoire de transfert de famille. Hein. Walt renie cette famille qui n'est plus dans ses valeurs et puis il va devenir le père spirituel de Tao, qui est strictement à son opposé. Il lui enseigne donc comment parler comme un mec, comment se tenir correctement, et puis il lui enseigne comment travailler dans le monde ouvrier. Et donc il a trouvé un boulot à Tao, il lui a prêté des outils, il l'a remis sur le droit chemin, et malheureusement Tao se fait embêter pour ça, il se fait tabasser, et Walt va bien tout simplement aller voir ses agresseurs, aller voir son agresseur, et tenter une embuscade et faire ce qu'il sait faire en tant qu'ancien soldat, c'est-à-dire s'opposer, et il est clairement dit plusieurs fois que Tao et sa famille ne pourront pas trouver la paix tant que le gang ne sera pas exterminé. Donc on est sur une structure absolument magistrale où ces deux intrigues se rejoignent. Voilà un petit peu pour la tâche. Et alors ce qui est bien fait en plus, c'est qu'on voit bien que l'enjeu, c'est vraiment que le gang disparaisse, puis on nous fait bien sentir qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont dans le voisinage, et ce qui va faire en fait que renforcer un peu la dimension sacrificielle, comme on va le voir dans le climax, avec le personnage de Walt. Alors justement, quand on arrive au climax, qu'est-ce qui se passe? Alors le climax est magistral, puisque ça va être le moment où ces deux intrigues non seulement vont se réunir, mais vont se répondre et vont finalement arriver à une apothéose. C'est que, évidemment, comme l'a fait remarquer le prêtre qui est offusqué de voir que on a un Walt qui s'est opposé physiquement, violemment aux gangsters sans appeler la police, et bien... les conséquences sont claires. Les gangsters finissent donc par tirer sur la maison de ses voisins. Alors il se précipite, il se met à couvert, puis il se précipite une fois que la voiture est partie. Donc ils ont tiré au pistolet mitrailleur. Il a très très peur, et on a très très peur qu'il trouve Tao tué. Hein. Tao s'est pris une balle, mais il a juste une égratignure. Il n'y a pas de mort, simplement il a un réflexe tout militaire, c'est de compter ses troupes. Et là, stupeur, il manque Sue. La jeune fille est introuvable. Son frère appelle la famille auprès de qui elle était censée être, et elle n'est pas au rendez-vous. Et peu de temps après, malheureusement, elle est balancée de la voiture par les gangsters. Ils l'ont attrapée, ils l'ont maltraitée. On comprend qu'elle a été torturée et violée. Et là, c'est la stupeur, puisque ce problème est en apparence impossible à résoudre. On a un Tao en colère qui réclame à Walt de la vengeance. Il demande à Walt de venger sa sœur. Et Walt comprend parfaitement que si il le fait, il détruit la vie de Tao, puisque Tao, il l'a remis sur le droit chemin, il lui a dit de continuer ses études, et si de près ou de loin Tao est mêlé à cette histoire, eh bien c'est fini pour la vie de Tao. Donc quelque part, tout est perdu. C'est un dilemme, parce que d'un autre côté, il ne peut pas laisser ce crime impuni. Ce qui est magistral dans le climax de ce film, c'est que la solution à ce problème et la solution aux deux intrigues est qu'elle est extrêmement puissante et originale. Alors, Walt a une solution. Il dit, d'accord, ok, Tao, on va se venger, on va aller les tuer, mais on va le faire correctement. Moi, je suis un tueur professionnel, et il faut réfléchir. Il faut garder son sang-froid. Là, on voit que, même si c'est un film d'action qui est peut-être le film d'action le plus lent du monde, on a toutes les caractéristiques du film d'action. Hein. Le héros du film d'action a le sang-froid face à la mort. Il réfléchit. Il a tout simplement ce qu'on appelle la vertu de force. Donc, il dit à Tao, on va préparer les choses. Et comment on prépare Walt
cette expédition. On le voit se faire une belle coupe de cheveux, de se faire raser de presse chez son ami le barbier, se faire le premier costume sur mesure qu'il trouve, et puis il va, contre toute attente, se confesser. Il va chez le prêtre et il va permettre au prêtre de tenir sa parole auprès de sa femme. Il va se confesser auprès du prêtre. On a une très jolie image. Cette scène de confession est assez amusante parce qu'il confesse des petits péchés, mais il ne confesse pas, et le prêtre le sent bien, il ne confesse pas le crime qu'il a commis pendant la guerre qui le hante. Et on a une autre scène qui suit directement la scène de confession, qui est une scène de confession aussi, qui est que il demande au jeune garçon de venir dans la cave. Tao, il lui montre sa médaille, il lui remet sa médaille de guerre, sa croix de guerre, en disant voilà, on savait qu'on allait mourir, on savait qu'il y avait la majorité d'entre nous qui ne reviendraient pas, on y est allé quand même, c'est ça être un homme. Il lui donne sa médaille, mais contre toute attente, il enferme Tao dans sa cave. Il lui dit je peux pas te laisser faire ça et gâcher ta vie. Et cette scène est une véritable confession, parce qu'on voit qu'évidemment rien n'est laissé en hasard dans la mise en scène. Quand il parle à Tao à travers la porte est grillagée comme un confessionnal. Et c'est à Tao qui va confesser ce qu'il a fait. Il a tué un jeune garçon qui avait un drapeau blanc entre les mains, qui se rendait, et il a tué de sang-froid un jeune garçon de l'âge de Tao. Et ça le hante. Voilà, il s'est confessé à Tao et il va se rendre chez les gangsters. Et il les menace. Il dit qu'il a donc son arme à feu. Il a toujours son arme à feu là sur lui dans le film. Et il se saisit de l'arme à feu après les avoir bien menacés et avoir fait beaucoup de tapage. La communauté regarde, tous les voisins regardent. Il y a une scène extrêmement forte où on se dit est-ce qu'il va réussir à dégainer son arme et à tuer tous ces gens les uns à la suite des autres avant que eux arrivent à dégainer. Il sort son arme, les autres il sort sa main de son blouson, les autres lui tirent dessus. Il y a une très belle scène où on voit qu'il a les bras en croix. Et là, en fait, on découvre que Walt n'avait pas d'arme à feu sur lui. Il a juste son briquet qui comprend, sur lequel il y a le logo de son unité. Et on comprend qu'en fait Walt s'est sacrifié et que ce qu'il voulait, c'est simplement se faire tuer face à de nombreux témoins. Et effectivement, l'effet ne se fait pas attendre, puisque face à tous les témoins, l'ensemble du gang se fait arrêter. Donc il s'est parfaitement sacrifié et il a fait ce qu'on attend de tout bon héros de film d'action. Il a sacrifié sa vie pour une valeur plus grande et il a finalement sauvé son âme, ce qui nous amène à la très belle conclusion du film. Je ne sais pas si tu te rappelles du tag de fin. Donc une fois qu'on a terminé le climax, hein, Pierre-Antoine, tu as des très jolies scènes. Ouais, évidemment, il y a déjà la scène chez le notaire qui est un petit peu croustillante, parce qu'on voit bien sa famille qui s'attend à recevoir et sa maison et la fille, sa petite fille qui s'imagine recevoir la Grande Torino. Et c'est la double déception, puisque la maison va à l'évêché, je crois, si je ne dis pas de bêtises, justement en mémoire de sa femme, puisque apparemment c'était son désir. Et puis, évidemment, la voiture, la fameuse Grande Torino, va à Tao, ce qui est logique. Ça va au fils spirituel, au fils qui le mérite vraiment, entre guillemets. C'est ça. Et on a un très beau plan de fin où Tao roule dans la voiture vers un avenir radieux, qu'on imagine une vie correcte, une vie droite, une vie d'homme, avec des belles valeurs. Et vous voyez que finalement, la confession, donc on a l'histoire d'un homme qui a laver en fait ses péchés, non seulement à travers la confession, mais à travers un sacrifice. Et ce qui est intéressant, c'est que donc l'intrigue de drama, c'est l'histoire d'un homme qui doit apprendre à préparer son âme avant de mourir, et dans la grande tradition, c'est un film éminemment catholique, hein, et c'est dans la grande tradition finalement du Nouveau Testament, et justement c'est une histoire de testament. La Grande Torino, tout tourne autour du fait que, évidemment, d'un point de vue symbolique, la Grande Torino, son héritage,
C'est-à-dire, évidemment, la Grande Torino, ça n'est pas que la voiture, c'est son héritage spirituel. Eh bien, il va donner cet héritage. Maintenant qu'il est prêt à mourir, il va la donner à celui qu'il a choisi comme étant celui qui va porter les valeurs. C'est donc un film qui nous dit, d'une manière ou d'une autre, que il est important de conserver tradition. En fait, finalement, tout ce qui est absolument mal vu, poussiéreux, voire jugé comme rétrograde chez la communauté, on va dire, catholique, blanche, américaine, eh bien, est profondément ancré dans les cultures traditionnelles, même si évidemment, ici, les Laotiens, enfin, en tout cas, le peuple Hmong est, comment dirais-je, animiste, enfin, en tout cas, comment dirais-je, polythéistes, etc. Ils ont leur propre culture, leurs propres valeurs. Ils sont quand même sur une dimension traditionnelle de respect de la famille, de valeurs qui vont donc permettre à Walt de passer, de transmettre et d'aller en fait au paradis. Il n'y a aucun doute pour nous que ce film se termine sur un happy end et que Walt a fait ce qu'il fallait. Voilà. Et c'est la solution à la violence qui nous est donnée encore une fois ici, qui est toujours d'une manière ou d'une autre le message du film d'action, et ici renforcé par le drama, qui est le sacrifice pour le repos de l'âme est la réponse ultime à la violence. Le mal ne sait pas répondre au sacrifice et au courage d'affronter la mort. Voilà. Le mal se nourrit de la peur de mourir. Et donc ce film est remarquable. Voilà. On vous a évidemment divulgaché, comme disent nos amis québécois. On vous a raconté tout le film, mais vous avez donc la structure complète ici ramassée en 1, 2, 3. Ouais, et on voit que c'est pleinement satisfaisant du point de vue des deux intrigues. On a vraiment la réponse au drama et on a vraiment la réponse au film d'action. Voilà. Exactement. Ok, et ben merci beaucoup. Un petit mot rapide sur les critiques, elles sont globalement très bonnes. Hein. C'est un bon film, aussi bien du point de vue de la presse que du point de vue des spectateurs. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute. Et effectivement, à la base, comme tu le disais, Cédric, il y a un très bon scénario, tout simplement, quoi. Oui, il y a un très très bon scénario et il y a une considération assez amusante. C'est que pour ceux qui nous suivent et qui connaissent un petit peu la structure des genres hollywoodiens, on voit que la structure fondamentale hollywoodienne de la fiction, en tout cas occidentale, est profondément, on va dire, helléno-chrétienne. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit que dans la bande-annonce, les éléments qui sont montés sont plutôt critiques. C'est-à-dire qu'on va garder les bons moments où Clint vient envoyer Petre, le jeune prêtre, en disant « Non, mais vous êtes... je veux pas de bondieuserie, etc. » Et donc, on nous laisse entendre que ce film est, on va dire, d'une manière ou d'une autre, anticlérical. Or, en fait, la relation qu'il a avec le prêtre est très touchante dans le film. Le jeune prêtre vient faire une très belle homélie, puisqu'en fait on a la scène de clôture du film qui répond à l'ouverture, c'est-à-dire qu'on a évidemment l'enterrement de Walt. On a commencé avec l'enterrement de sa femme, on terminera avec l'enterrement de Walt. À l'enterrement de Walt, toute la communauté Hmong est présente, au grand étonnement de sa famille. Un grand respect, une profonde... voilà, il aura des funérailles dignes du soldat qu'il a été. Et on a le prêtre qui fait une homélie remarquable en disant que Walt lui a appris tout ce qu'il fallait savoir sur le sacrifice et sur tout simplement la foi. Et c'est assez amusant de voir que la bande-annonce finalement cache un petit peu une structure qui est profondément presque à l'opposé, c'est-à-dire c'est profondément religieux. C'est un discours profondément très Nouveau Testament et finalement dans la grande tradition des films de Clint Eastwood. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement dans les critiques parfois de certains spectateurs, on sent qu'il y en a qui ont été surpris par le film de ce point de vue-là, et qui ne s'attendaient justement pas à cette fin, qui est complètement logique d'un point de vue dramaturgique, tel que tu l'as expliqué, mais qui effectivement est presque à rebours
de la bande-annonce qu'on nous a montré, qui ferait presque penser à un remake. Je n'irais pas jusqu'à dire l'Inspecteur Harry, c'est un peu exagéré, mais on sent presque le clin d'œil quand même très appuyé, avec en plus un Clint Eastwood qui est omniprésent dans le film. Donc c'est vrai qu'on n'échappe pas à cette image de macho man qu'on pourra avoir par rapport à Clint Eastwood. C'est ça, et donc c'est assez amusant puisque on est un peu là maintenant, on touche du doigt un peu cette problématique en fiction, c'est qu'on réinvente pas 2000 ans de fiction, et il est sur des valeurs profondément traditionnelles et efficaces d'un point de vue dramaturgique, mais donc évidemment ça gratte, et voilà ce qu'on peut éventuellement dire. En tout cas, il a de bonnes critiques parce que objectivement c'est un film qui se regarde bien malgré sa longueur, hein. C'est un film très lent, c'est pas évident, hein, voilà, et il a peut-être quelques moments un peu de longueur, il y a peut-être des moments, voilà, des scènes en doublon, etc. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Et puis créativement, c'est tir groupé. Grand scénario, très bonne mise en scène, très bons acteurs. Voilà, c'est que demande le peuple. Hein. Voilà, normalement, on retrouve comme d'habitude bon, dans les films de Clint Eastwood, la famille d'Eastwood à la musique, par exemple. Là, c'est Kyle Eastwood qui fait la musique. C'est vrai. Voilà, on a coutume de dire souvent que Clint alterne un film d'auteur, un film commercial. Le film commercial va permettre de payer son film d'auteur. Donc on a des films plus ou moins, on va dire, intéressants, et puis alternés à des films vraiment plus fouillés, plus dramatiques. Bon, là, on a je dirais l'opportunité de voir les deux d'un coup. Voilà. Ouais, le 2 en 1. Voilà, c'est la conclusion. Merci beaucoup Cédric. Merci Pierre-Antoine. On a été ravis de vous présenter ce film, ce 1, 2, 3. Voilà, à très bientôt pour d'autres aventures. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. C'est important à la fois pour le référencement de la chaîne et puis aussi parce qu'on est ravis de répondre à vos commentaires, de creuser plus avant si vous le souhaitez sur les films que nous vous présentons. Et à très bientôt. Et on termine par un petit mot sur High Concept, si vous souhaitez en savoir plus sur nous. Donc sachez, peut-être Cédric, qu'est-ce qu'on peut rappeler au sujet de High Concept. Effectivement, on est une société de script doctoring. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est là. Que dire de plus? On a créé un modèle d'écriture agile, hein, comme vous l'avez vu, qui s'appuie sur donc, des fonctions dramatiques assez maniables, qui aident les créateurs de contenu à obtenir leur scénario rapidement. Alors si vous souhaitez appliquer ce modèle d'écriture agile sur votre projet, c'est assez simple, hein. Vous pouvez commander sur notre site du script doctoring, des formations, tout un tas de services à l'écriture. Vous allez recevoir notre analyse dans les 3 jours qui suivent votre commande. Ça vous permettra de prendre du recul sur votre projet et puis éventuellement de prendre un rendez-vous avec un script doctor et d'être accompagné sur votre projet. Donc au plaisir de vous lire aussi et d'analyser votre 1, 2, 3 à vous. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Excusez-moi, monsieur, si vous avez le temps, j'ai besoin d'une coupe de cheveux. Sale rital de fils de pute de coiffeur de mon cul. Bon sang, j'en ai mal au cul de les avoir toujours sur le dos à mon travail.